Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité. On va essayer, on poursuivre quand même avec l'évaluation des premières actions, de premiers actes du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, près de 6 mois après la prestation de serment du nouveau président, en tout cas de l'actuel président. On parlera de cette crise à l'UDPSA, qui profite, la crise à l'Union pour la démocratie et le progrès social aussi. Quel est l'impact de cette crise dans la gouvernance aussi bien du pays que de l'Union sacrée, aussi au milieu de toutes ces controverses qui ponctuent l'actualité politico-sécuritaire, économique de la République démocratique du Congo? Est-ce que la voix de la RDC compte-t-elle encore sur le plan africain? Madame, Messieurs, très heureuse encore de vous retrouver. J'ai le plaisir de changer ce soir avec quelqu'un qui nous fait honneur de parler pour la première fois après les élections. Recevez avec moi Dadichi Swaka. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Odia. Coordonnateur de Horizon 2023, candidat malheureux aux dernières élections. On parle de tout cela et de la situation politique, économique, de la gouvernance en République démocratique du Congo. Mais déjà, je commence par dire, Horizon 2023, c'est dépassé. Non, Horizon 2023, c'est pas dépassé. Je pense que vous le dites, vous référant à la dénomination de notre plateforme. La mention 2023 ou l'indication de l'année 2023 n'était pas liée ni aux élections de 2023, moins encore à une quelconque propagande, on va dire. Horizon, c'est la perspective, c'est les horizons que nous voulons atteindre. Et 2023 symbolise simplement dans la dénomination de notre plateforme le point de départ du processus qui se voulait en tout cas être amorcé lors justement des élections de 2023. Lequel processus, pour Horizon 2023, voudrait obtenir l'avènement de la classe politique en République démocratique du Congo. Mais là, vous avez changé carrément votre job description ou vos objectifs, parce que ce n'était pas le même qu'il y a quelques mois quand je vous interviewais. C'est-à-dire quelques mois, il y a quelques mois, voilà, donc c'était d'autres objectifs, donc ça évolue avec le temps. Mais je pense que, comme on dit, il n'y a que des imbéciles qui n'évoluent pas. Nous, on n'est pas des imbéciles, donc on évolue avec les temps, tenant compte des enjeux, aussi bien au niveau national qu'international. Horizon 2023 est une plateforme imbibée d'énormément d'intellectuels venant des différents horizons. Et donc, ces intellectuels s'adonnent à un exercice qui voudrait que les idées puissent s'entrechoquer, de sorte à ce que, au fur et à mesure que les lumières puissent toujours jaillir, et donc ils nous permettent d'étoffer davantage nos perspectives pour pouvoir être en phase avec l'évolution de la RDC et du monde, madame. On va essayer d'aller comprendre quelle est l'évolution que vous comptez donner à cet horizon 2023, mais avant on fait une petite évaluation, en tout cas de ce qui a été Horizon 23. Vous avez participé aux élections, ça n'a pas été déjà avec vous le coordonnateur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est l'organisation même des élections au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Ah, c'est la faute à Kadzima. J'arrive. C'est l'organisation. Je vous ai rencontré une fois à la Commission électorale nationale indépendante, vous-même particulièrement. Nous sommes de ceux qui avaient vraiment... Il m'a rencontré en tant que journaliste. En tant que journaliste, bien sûr. Donc, merci de le préciser. Nous sommes de ceux qui avaient foi dans les déclarations du président de la Commission électorale nationale indépendante sur le fait que les élections organisées par lui allaient être des élections les plus transparentes possibles, les plus professionnelles possibles, mais ça allait aussi être des élections où, désormais, dans ce pays, il n'y aurait pas des députés nommés. Voilà, et ça, nous y avons cru. Et c'est pour ça que, nonobstant le fait qu'Horizon 2023, avant les élections, soit une très jeune structure, nous avons quand même voulu aller participer à cette élection-là. D'une part, parce que nous estimions que nous avons de la place à aller chercher dans ce Parlement-là, mais d'autre part, parce que nous voulons acquérir une expérience électorale qui puisse nous permettre d'étoffer nos perspectives pour les échéances de 2028. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, c'est Kadzima qui n'a pas bien travaillé. Ce qui n'a pas marché, c'est Kadzima qui n'a pas bien travaillé. Mais, madame, dans aucune élection au monde,
on a vu des compétiteurs au pouvoir, s'il vous plaît, des compétiteurs sortants avoir des machines à voter, et donc par conséquent qui ont voté dans leurs chambres, dans leurs hôtels, dans leurs voitures. On n'a jamais assisté à ça. Nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes en face d'une Assemblée nationale, nous sommes en face d'un Parlement où actuellement personne ne sait savoir si réellement il a été élu par les urnes ou pas. Mais les temps passent, 6 mois à peu près après aujourd'hui, avec tout ce que nous suivons dans les réseaux sociaux, pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons appris d'un dignitaire politique de ce pays qui parle des nominations des députés. Et donc, pour nous, c'est quoi? Pour nous, c'est l'État qui est le maître de tout et qui nous permet de pouvoir accéder à des informations forcément que nous n'avions pas hier. Ça, c'est la première faute au niveau organisationnel. Maintenant, est-ce qu'au niveau endogène, c'est-à-dire à l'intérieur d'Horizon 2023, il y a forcément des choses qui auraient dû être bien faites, probablement au niveau de la sélection de certains candidats, mais je voudrais ici vous dire que la Commission électorale nationale indépendante nous a attribué 37 000 voix sur l'ensemble du pays, alors que notre propre compilation nous donnait 209 000 voix, alors que les seuils d'éligibilité tels que définis par la CENI étaient à peu près 180 000 voix. Donc, mais là, moi, j'entends dire, est-ce que les arguments que vous me donnez aujourd'hui, c'est ce que j'entends pratiquement auprès de tous ceux qui ont échoué, et à chaque fois que je reçois un candidat malheureux, il me brandit comme quoi, cet argument comme quoi la faute c'était à Kadima qui n'a pas bien fait les choses. On trouve ça, c'est normal, on peut dire c'est l'argument des perdants. Mais madame, c'est l'argument des perdants. Mais madame, cet argument n'est pas fondé par ceux qui l'avancent, notamment nous. C'est justement l'imperfection, mais alors criante, constatée au niveau organisationnel par la Commission électorale nationale indépendante qui nous pousse à le dire. Ben ça, c'est une chose. La deuxième, est-ce que vous avez déjà interviewé des députés qui sont à l'Assemblée nationale qui, certainement, vous ont dit que oui, moi, je suis sûr d'avoir été élu? Je ne crois pas. J'en ai certains qui sont là-bas, qui sont des amis. Certains ne savent même pas comment ils se sont retrouvés sur des listes. Oh, mais que les dignitaires, certains dignitaires politiques, vous avez même vu qu'après ces élections, au moment du contentieux de ces élections, que les partis qui étaient dans la coalition, qui sont censés être ensemble, comment ils se sont entrés dedans pour dire que, voilà, nous avions tel résultat, tel parti nous a volé ceci, ainsi de suite. Donc, je pense qu'ici, en tant que peuple, on ne devrait pas être fiers des élections législatives que nous avons eues avec l'actuelle Commission électorale nationale indépendante. Si nous voulons un Congo nouveau, nous devons être rigoureux et nous devons dire des choses avec beaucoup de clarté, mais avec fermeté. Être rigoureux, c'est aussi dire que tout ce monde que vous accusez qu'ils ont eu à tricher, ou ceux qui sont en train de reconnaître qu'il y a eu de nominations, sont celles qui gravitent autour de votre champion, Félix Tshisekedi. Donc, ils ont triché pour qui? C'est un peu comme si Félix Tshisekedi avait favorisé ou avait donné un cutus pour qu'il y ait la tricherie. Comment on peut dissocier Tshisekedi de toutes ces personnes qui, selon vous, ont eu à tricher pendant les élections? C'est vous qui dites que, voilà, je parle de ceux qui sont autour du chef de l'État. Moi, je parle de la situation globale, telle que les citoyens lambda l'a constatée autant que nous. Est-ce que être acteur politique, que je suis à la tête d'une plateforme politique, me donne la propension de dire que nous, on est mieux informés que les citoyens lambda qui nous suivent? Je ne crois pas. Il ne faut pas avoir cette prétention-là. Ne nous donnez pas autant des valeurs. Non, on est en train de dire, est-ce que ce n'est pas le pouvoir de Tshisekedi qui a favorisé la tricherie que vous dénoncez aujourd'hui? Des magouilles, de manigances. Mais écoutez, le président de la République a dit que la justice était malade. Mais si nous avions une justice... Parce que, merci de m'étendre la perche, nous avons vu la Commission électorale nationale indépendante, madame, invalider un certain nombre de candidats au niveau des élections législatives nationales. Mais nous avons vu ces mêmes personnes être compétiteurs aux élections sénatoriales, aux élections des gouverneurs. Certains
ont été élus comme sénateurs et proclamés par la même commission électorale nationale indépendante. Dans quel pays sommes-nous? Il y avait un arrêt de la Cour constitutionnelle, on non, se plie. je parle bien même de ceux qui n'ont pas bénéficié de l'arrêt de la Cour, qui n'avaient pas statué sur un certain nombre parmi les 82 candidats qui ont été invalidés. Sommes-nous dans quel pays, madame? Si nous voulons que les Congos changent, il faut bien que la justice joue son rôle, puisque le président lui-même l'a dit, la justice élève une nation, mieux la Bible, elle dit, la justice élève une nation, et donc on n'aura pas une République démocratique du Congo debout sans une justice équitable, sans une justice juste. Ce n'est pas parce que nous soutenons le président Félix Tshisekedi que nous viendrons devant votre caméra dédouaner ce qui a été mal fait. Vous avez habitué à ça, à un certain challenge, pas vous, mais la plupart de ceux qui gravitent autour du président, c'était pour dire le président c'est le plus beau, c'est le plus fort, tout ce qu'il fait est bien, tout ce qui se passe au pays est bien. Vous nous avez habitué à ça. Donc ceux qui disent ça, on s'étonne aussi de voir qu'il y a ce revirement, en fait. Heureusement que vous dites que c'est pas moi, mais en même temps, je pense que ceux qui les disent pour qui veulent les entendre. Mais en même temps, on ne va pas contredire le président de la République lui-même qui parle d'une justice malade. On ne va pas contredire le président de la République lui-même qui estime que sur des projets, des infrastructures, notamment des routes, il y a des vols. On ne va pas contredire le président de la République qui lui-même a lancé des travaux, par exemple la route Kalamba-Mbouji et Kananga-Kalamba-Mbouji, qui les a lancés. Un an après, les travaux n'avaient toujours pas commencé. Est-ce que ça, il faut vraiment ne pas être voyant pour ne pas voir que... Bref, je pense que si on aime les présidents de la République, il faut pouvoir, au jour d'aujourd'hui, avoir un certain éveil pour pouvoir dire « oui, ça c'est très bon, oui, nous applaudissons, non, ça c'est mauvais ». Et donc, il faut rectifier. Si on aime le président, ou si vous aimez le président de la République, il faudrait lui dire président, ça ne marche pas. Vous-même, vous n'arrivez pas à planter le décor pour que ça puisse marcher. Parce qu'il se limite à dénoncer une justice malade, mais que fait-il? Les routes ne sont pas bien faites, que fait-il? Il n'est que dans la dénonciation alors qu'on l'attend dans l'action. Je suis d'accord avec vous que son Excellence, Monsieur le Président de la République, devrait beaucoup plus agir, on va dire. J'ai envie de dire que moi, Monsieur Dadi Tchoussaka, j'aimerais voir les présidents de la République dans une posture vraiment de maître d'ouvrage. Voilà. Voilà. Parce que sinon, il dénonce comme nous autres alors qu'il a été élu pour agir. Madame Élisée Odia, j'aimerais vraiment voir les présidents de la République qui, du reste, est totalement volontariste, qui a la volonté de faire des choses. On l'a vu se battre au cours de son premier mandat pour pouvoir avoir la latitude de mieux gérer ce qui était arrivé. Aujourd'hui, il est justement dans ses prédispositions de pouvoir mieux gérer parce qu'il a les totales commandes avec. Donc, Horizon 2023 propose au président de la République de pouvoir vraiment avoir cette posture des maîtres d'ouvrage. Et 6 mois, certains diront que c'est très tôt, mais on peut déjà essayer de voir cette volonté-là de mieux faire qu'avant par des actes. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme acte fort de Félix Tshisekedi 6 mois après sa réélection? Personnellement, je pense que les débuts du premier mandat, plutôt les débuts de ce deuxième mandat, n'est pas satisfaisant. C'est pas moi qui le dis, même les présidents hier, en ouvrant les séminaires qui tendent à sceller les pactes citoyens, la cohésion et la solidarité de l'action gouvernementale, il l'a dit. Lorsque vous regardez ces discours des 5 pages du président de la République, il y a 2 mots que j'ai retenus qui sont revenus plus de 5 fois dans ces discours. Il y a les mots engagement que vous voyez là sur les supports Horizon 2023 et il y a les mots résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les présidents se rendent bien compte qu'il n'y a pas assez d'engagement de par les acteurs qui sont des animateurs des institutions de la République. Deuxièmement, les présidents s'aperçoivent que jusqu'à preuve du contraire, les résultats qui devraient aller dans le sens de rencontrer les aspirations profondes du peuple se font attendre et par conséquent, il faille se bouger. Et donc, le début de ce deuxième mandat a été marqué par l'arrivée tardive du gouvernement Souminois et
puisque ces gouvernements est arrivé, puisque ces gouvernements ont été investis par les parlements, maintenant, nous sommes au moment du rendez-vous. Qu'attendent les peuples congolais? C'est quoi ce rendez-vous? Ces rendez-vous-là, c'est les caps qu'a fixé les présidents de la République le 20 janvier au stade des Martyrs. Mais c'est ce qu'il a également répété hier, encore une fois de plus, à l'ouverture de ces séminaires. Donc on se dit 6 mois après, on navigue un peu à vue, mais on est peut-être plus en proie à beaucoup plus des polémiques. On revient sur une phrase de Joseph Kabila prononcée il y a quelques années. Le problème avec Joseph Kabila, il disait ça à une époque, c'était des hommes. Il manquait 15 hommes pour essayer de mieux faire. Vous pensez que c'est le cas avec Félix Tshisekedi? Je pense que c'est le cas. Il y a un problème d'hommes? Je pense que c'est le cas. Je vais vous dire pourquoi c'est le cas. Et Horizon 2023 ne les dit pas aujourd'hui. Lorsque vous m'avez interviewé il y a plus d'1 an, madame, rappelez-vous que j'ai dit la même chose. Et aujourd'hui, lorsque vous interviewez les peuples congolais, les Kinois, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les problèmes du président Tshisekedi, c'est l'entourage. C'est la classe politique actuelle, madame. Mais cette classe politique actuelle, elle vient d'où, madame Odia? Elle vient de Makanda Kabobi, sous Mobutu. Elle vient du manifeste de Lansele, sous Mobutu. Elle a traversé là pour arriver avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous les avez vus avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous les avez vus avec Joseph Kabila. Et 16 ans après au pouvoir, Joseph Kabila s'était rendu compte qu'il n'avait pas 15 bonnes personnes. La question, est-ce que toutes ces personnes dont Joseph Kabila mettait en exergue, qui n'étaient pas des bons collaborateurs, sont-ils pas aujourd'hui avec Félix Tshisekedi? La réponse, vous parlez de vous. Hein. Excusez-moi. Vous parlez de vous, Dadi Tshisekedi. Vous étiez avec Kabila, vous êtes avec Tshisekedi. Vous n'êtes pas exemple non plus. Madame, ne parlez pas, ne confondez pas des Congolais qui sont imbibés d'un esprit républicain, d'accord, et des Congolais qui, pendant 40 ans, ont eu à gérer sans aucun résultat. Dadi Tshisekedi n'a pas géré. Dadi Tshisekedi n'a jamais eu une signature en République démocratique du Congo, même pas comme chef de quartier. Je ne l'ai jamais eu. Mais maintenant, comme on dit, on ne peut évaluer que c'est lui qui travaille, c'est lui qui a travaillé, et non, c'est lui qui n'a jamais travaillé. Donc, ne nous condamnez pas d'avoir à des différents... Avait fait de la transhumance. Madame, je veux vous donner l'information. Peut-être que beaucoup de Congolais ne savent pas. Dadi Tshisekedi est en politique depuis 23 ans. Et en 23 ans, je n'ai fait qu'un seul parti politique. Ce n'est pas être transhumant. Et les seuls partis politiques que j'ai fait en République démocratique du Congo s'appellent les Rassemblements Congolais pour la démocratie, le RCD à l'époque, un parti qui à l'époque prenait ce qu'on appelait la bonne gouvernance. Donc vous voyez bien que nous allons là où on parle et on défend des idéaux. Et la bonne gouvernance, c'est un ingrédient essentiel dont a besoin la République démocratique du Congo. Je n'ai jamais été au PPRD, je n'ai pas été dans ce parti-là. En 23 ans, j'ai 44 ans d'âge aujourd'hui et j'ai 23 ans de vie politique. Et de 23 ans de vie politique, je n'ai fait qu'un seul parti politique. Si vous en savez un autre, dites-le-moi. Vous parlez tout à l'heure de la gouvernance, on va essayer de parler de ce qui se passe à l'UDPS, mais également de l'impact. Est-ce que ce qui se passe actuellement, non, je commence d'abord par une première question s'agissant de cette thématique. Quelle est votre lecture de ce qui se passe à l'UDPS avant que nous puissions parler de l'impact de cette crise au sein de la gouvernance? Ma lecture est une lecture de désolation dans la mesure où l'UDPS devrait avoir une seule et unique préoccupation. De savoir, est-ce que en 6 ans de règne, en tant que parti présidentiel, sommes-nous en voie de répondre au quotidien du peuple congolais? Mais vous pouvez déjà répondre à ces questions-là. J'arrive. Vous posez les questions et vous y répondez. Non, j'arrive, madame. C'est à l'UDPS de répondre. Puisque nous assistons à une scène désolante. D'accord? Et donc, l'UDPS devait se préoccuper à ça. Est-ce qu'en 6 ans de règne, sommes-nous en voie de répondre aux préoccupations des Congolais? Et c'est quoi les préoccupations des Congolais? C'est la santé pour tous. C'est l'eau, c'est les routes, c'est l'électricité. Encore qu'aujourd'hui, les ministres en charge des questions énergétiques, si je dois dire comme ça, nous informent que voilà, aujourd'hui, on importe du courant de la Zambie, on n'exporte plus de la Zambie, du Congo-Brazzaville, ainsi de suite. C'est quand même, voilà des questions existentielles
sur lesquels, en 6 ans de règne, l'UDPS devrait se constituer en une sorte d'intelligence stratégique, positionnelle pour les présidents de la République. L'UDPS devrait se mettre dans une posture de pondre pour les présidents de la République des notes techniques sur la question énergétique, sur la question environnementale, sur la question militaire, stratégique, sur la question des paix. C'est en ça que l'UDPS, c'est en ça que le secrétaire général de l'UDPS devrait pouvoir travailler avec les militants, avec les forces du progrès, avec toute l'intelligence qu'il y a dans l'UDPS. Mais tout au long de ces 6 ans, on dirait que l'UDPS, c'est un parti qui se comporte en opposition avec les présidents de la République. Parce qu'en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, ça va avoir de l'impact sur les présidents de la République dans la mesure où, même si, de façon officielle, le président de la République ne va pas réagir, mais on le sait, on sait bien que l'UDPS n'est pas un bien sans maître. Et donc, il y a bien un maître quelque part. Et ce maître-là, au lieu de gérer plutôt la République, il va être préoccupé par le fait que la maison brûle. Et quand la maison brûle, même officieusement, on sait qu'il est en train de s'occuper à éteindre ces feux-là. Et ça, c'est mais vraiment une désolation. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que l'UDPS va s'en sortir après Félix Tshisekedi au regard de ce à quoi on assiste? Parce que c'est carrément le mythe qui est en train de tomber là. Ça, c'est la question auquelle l'UDPS devra répondre. Mais vous, en tant qu'analyste de l'extérieur, quand vous voyez ce qui se passe au sein de l'UDPS, vous allez dire, mais est-ce que ça, on n'est pas l'UDPS est en train de devenir un prochain J'ai parlé avec un haut cadre de l'UDPS, même plusieurs, je vais dire, pour justement exprimer la désolation, parce que ce n'est pas à cette scène ou à ces différentes scènes que nous devrions normalement être en train d'assister, alors que l'UDPS est au cœur du pouvoir, alors que l'UDPS est les ténors du pouvoir, alors que le peuple, ses référents au Sphinx, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Etienne Tshisekedi des mémoires, qui a légué un testament politique au président de la République actuelle, lequel testament se résume en une petite phrase: les peuples d'abord. Les peuples d'abord, c'est philosophique, avec énormément de fonds là-dedans. Mais au lieu plutôt de s'occuper de ça, on assiste à des luttes, à des guerres, des positionnements. C'est décevant. Maintenant, est-ce qu'ils vont résister après les pouvoirs? En parlant avec un certain nombre de hauts cadres et des cadres de l'UDPS, la réponse est: ceci marque la vitalité du parti. Ben, voilà la réponse que j'ai eue. Mais en tout cas, les réponses que nous savons trouver aujourd'hui, nous les trouverons avec le temps. Avec le temps, c'est très bien dit. De cette façon, on te dit la crise à l'UDPS et son impact, parce que là, vous venez tout à l'heure de dire que le président, au lieu d'être focus, par exemple, sur tout ce qui se passe au niveau de la gestion de l'État, et on doit encore être préoccupé par ce qui se passe, pas officiellement quand même, au niveau de son parti, il le fait. On se dit, y a-t-il un impact de cette crise dans la gouvernance du pays, dans la gestion de la Respublica aujourd'hui? D'autant plus que l'UDPS est vraiment le ténor du pouvoir actuellement. Mais oui, logiquement, madame, ça devrait avoir... Et à quel niveau? Ça devrait avoir de l'impact au niveau de la gouvernance du pays. Parce que, le président de la République, même si pour les élections de décembre 2023, il était candidat indépendant, mais nous savons tous qu'il tire quand même son origine politique de l'UDPS. Et eux-mêmes les disent que c'est lui qui est le président du parti, mais empêché par les fonctions qu'il occupe aujourd'hui. Donc, quelque part, comme je viens de vous dire tout à l'heure là, l'UDPS n'est pas un bien sans maître. Les maîtres existent bel et bien. Donc, ça devrait préoccuper les présidents de la République, même si officiellement, ça ne va pas transparaître, mais ça les préoccupe. Et donc, ça devrait avoir moralement, psychologiquement, un impact sur l'efficacité que devraient avoir les présidents pendant ces temps ici dans la gouvernance de la chose publique. Deuxièmement, Madame la Première ministre, elle est issue de quel parti? De l'UDPS. Par conséquent, elle devrait aussi être préoccupée par ce qui se passe dans la machine politique qui les a amenés à la tête de ces institutions-là. Mais troisièmement, l'UDPS a quoi? L'UDPS a à peu près 7 ou 7 ministres. Oui. Au niveau du gouvernement, Jean-Pierre Liaou, ainsi de suite.
Tous ces gens-là, de quel camp devraient-ils appartenir aujourd'hui à l'UDPS? Parce qu'il y en a 2 ou 3. Vont-ils appartenir à quel camp? Ça, c'est une question préoccupante qui va, en tout cas, avoir de l'impact au niveau de la gouvernance de la République, au niveau de la gestion des institutions du pays. L'UDPS fragilisé arrange les affaires de qui? C'est bon. L'UDPS fragilisé arrange les affaires des ténors de l'Union sacrée. Arrange les affaires, entre guillemets, de l'opposition. Ben, ça, on les savait depuis très longtemps, madame. Arrange aussi les affaires de certains partenaires, même si vous n'êtes pas dans l'Union sacrée, que je sache. Nous, on n'est pas dans l'Union sacrée. Ça arrange aussi vos affaires. Ben, écoute, est-ce que c'est nous qui l'avons voulu? Et vous vous en cachez pas, quoi. Mais est-ce que c'est nous qui l'avons voulu? Non. La nature, depuis un certain temps, a été organisée de sorte qu'il n'y ait pas des jungles, en fait, qu'il y ait une certaine organisation. Mais vous savez que si aujourd'hui, Horizon 2023, entre dans une sorte de débandade, ça va bien arranger les gens. Pas parce qu'ils l'ont voulu. Mais si ces débandades, il est téléguidé par des forces extérieures et que certains cadres et hauts cadres se laissent tomber là-dedans, ben, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dit-on. Et donc, aujourd'hui, moi, comme cette nouvelle génération des politiques qui veulent faire la politique autrement, qui veulent dire la vérité au peuple congolais, je pense que cette guerre qui se passe à l'intérieur de l'UDPS va malheureusement profiter à l'Union sacrée, mais je ne suis pas le premier à le dire. Le patriarche, Papa Jonas Munkamba, l'a également dit. Il a même appelé les présidents de la République à prendre les commandes et à guider les troupes et non les contraires. Donc, ça va bien profiter à... Et il avait très bien dit, parce que depuis un certain temps, on avait dit, c'était à l'UDPS, c'était Yokabaz, alors que c'était carrément la tête qui devait guider et non la base qui devait montrer le chemin. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS n'est pas en train de faire les frais de cette façon-là de faire la politique où c'était à la base de décider et non à l'élite ou aux autorités de montrer le chemin à la base? Ben maintenant, après, il appartient encore une fois de plus à l'UDPS, à la crème de l'UDPS, de réfléchir sur la nécessité d'apporter des réformes ou pas au niveau du parti. À ce que je sache, parce que vous savez, nous tous tels que nous sommes là, nous avons des parents qui ont été à l'UDPS, nous avons des cousins à l'UDPS, tout le monde au Congo a été d'une manière ou d'une autre, soit de l'UDPS, soit de l'IMPR, soit peut-être du PALU. Donc, on est tous, moi j'ai des parents qui jusqu'aujourd'hui sont dans l'UDPS. Et donc, il appartient à la classe dirigeante de l'UDPS de savoir est-ce qu'il ne faille pas apporter des réformes, de la fraîcheur au niveau de l'UDPS. Vous avez tout à l'heure, vous aviez toujours été, et vous n'avez pas mâché vos mots en parlant de l'Union sacrée, parce que dès le départ, vous n'avez pas voulu intégrer l'Union sacrée. Avec un peu de recul, vous vous dites, est-ce que j'avais raison? Nous avions raison à l'époque. En réalité, Madame Odia, ce n'est même pas nous qui disons que nous avions raison. Tous ceux qui nous ont, à l'époque, qui nous ont tirés dessus, aujourd'hui nous disent, excusez-nous, vous aviez raison. Mais Madame, il ne fallait pas être né de la dernière pluie pour ne pas analyser et comprendre que l'Union sacrée n'est ni plus ni moins un tendon d'Achille sous les pieds du président de la République. Aujourd'hui, le Congo a un seul problème. Et si on résout ces problèmes, je pense beaucoup de choses vont, mais alors de façon naturelle, changer. Quel est ce problème? Les renouvellements de la classe politique. C'est ça le problème qu'on a. Et de ce point de vue, le président Félix Tshisekedi a deux défis. Et donc, le premier, c'est rencontrer les aspirations du peuple qu'il a plébiscité en décembre 2023. Sauf que, avec cette même classe politique, ça va être difficile, mais totalement difficile. Le deuxième défi, c'est de pouvoir pérenniser de façon positive les non-Tshisekedi. Il ne le fera pas si ce peuple congolais ne retient pas des souvenirs positifs au sortir du président Félix Tshisekedi à la gestion de la République démocratique du Congo. La clé, c'est le renouvellement de la classe politique. Puisque nous avons raté... Il chasse tous les anciens, il chasse ceux qui ont fait 40 ans, qui ont été dans les... Je vais répondre à cette question. Il fait comment? Puisque nous avons raté ces rendez-vous,
par la voie électorale. Et je vous ai dit ça tout à l'heure. Et donc, maintenant, tout ce qui devra se faire comme mise en place au niveau des institutions de la République, c'est fait par quoi? Par ordonnance présidentielle. Et donc, par conséquent, il doit faire comme il l'a fait avec Constant Moutamba, voilà, que personne n'attendait, à un ministère important. Demain, lorsqu'il faudra faire la mise en place dans les portefeuilles de l'État, il doit pouvoir promouvoir de la jeunesse intellectuelle, il doit pouvoir promouvoir des Congolais, des femmes et des Congolais, parce qu'ici, on ne parle pas du rajeunissement, mais on parle du renouvellement, ce n'est pas donc une question de la jeunesse, et donc il doit pouvoir promouvoir de l'intelligentsia congolaise, et ça se trouve un peu partout dans le pays. Quel type de personnes? Parce que là, on a souvent varié, tantôt on parle, il faut qu'il y ait des technocrates, des politiques, alors on sait que quand c'est les politiques, on venait tout à l'heure de parler de l'UDPS, on vous dira, l'UDPS, on était là, maintenant qu'on va avoir le pouvoir, qu'on a le pouvoir, on nous dit, vous n'avez pas de diplôme. Quel type de personnes doit travailler avec le président? Est-ce un diplômé? Est-ce que quelqu'un de loyal? Est-ce que quelqu'un... Ils doivent être comment ces gens-là? Merci pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, pas seulement les présidents, mais les Congos en général, a besoin de cet homme-là, de cette femme-là, qui fait du don de soi pour la patrie, le modèle unique de gouvernance. À partir du moment où on n'a pas fait du don de soi pour la patrie un modèle, la manière de gouverner, ce n'est pas question des technocrates, des politiques, des bidocs, des tridocs, des professeurs d'université, puisque ces pays n'ont été gérés que par des professeurs d'université. Ils ont tous échoué. Ces pays n'ont été gérés que par tous ceux qui ont eu des diplômes à Harvard, en Pologne, en France, en Belgique. Ils ont tous échoué. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué que les diplômes sont mauvais. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais par contre, il faudrait qu'on dise, sinon les gens... Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais par contre, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que l'homme que doit avoir actuellement le président de la République, c'est celui qui a en lui les dons de soi de la patrie. Après, ça peut être un diplômé. S'il a les dons de soi pour la patrie, très bien. Ça peut être un autodidacte, mais s'il a les dons de soi pour la patrie, c'est le type d'homme que nous voulons maintenant. Est-ce que ces hommes-là, on les retrouve dans l'actuel gouvernement? Non seulement dans le gouvernement, mais au niveau même de l'exécutif provincial dans les différentes provinces. Est-ce qu'on les retrouve ou pas? C'est bon. La question, elle devra être répondue très bientôt, lorsqu'on les verra vraiment à l'œuvre. Bon, pour l'instant... Le gouvernement Soumino vient d'arriver, moi je ne sais pas. Sur papier, est-ce qu'on peut dire sur papier, vous avez parlé de renouvellement, quand on voit que plus de 40% des personnes qui occupent des fonctions au niveau gouvernemental ont été reconduites, on se dit, mais le président lui-même a jugé utile de le reconduire parce qu'ils faisaient bien leur travail. Ils ne sont peut-être pas à votre goût, mais ils sont là, ils ont été reconduits. Le président est le garant du bon fonctionnement des institutions, le président il est souverain, le président... Il a tous les prérogatives que lui donne la Constitution de la République pour pouvoir faire des choix des animateurs des institutions. Qui suis-je pour apporter tel ou tel autre jugement sur les choix du président de la République? Vous parliez de les seuls moments, j'arrive. Les seuls moments qui nous permettra d'apporter notre jugement, c'est au résultat, madame. C'est au résultat. Certains ont déjà eu à travailler. On parle de quand on dit plus de 40%. D'autres ont déjà eu à travailler. Personnellement, certains qui sont revenus, forcément, n'ont pas eu un résultat qui a eu un impact indéniable dans les quotidiens du Congolais. Madame, il faut que quand on parle du résultat, qu'on puisse avoir des choses qui ont impacté d'une manière ou d'une autre, et de façon positive, la vie des gens. Pas, non, on a obtenu des redressements, on a fait ceci, non. Est-ce que ça a impacté la vie des gens? Je vais vous donner un exemple. Au Sénégal, le président Macky Sall arrive au pouvoir. Il regarde, un grand nombre de Sénégalais n'avaient pas accès à l'électricité. Ben, où est-ce qu'il va trouver de l'argent pour pouvoir donner de l'électricité à ces Sénégalais qui ont droit à l'électricité? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, nous supprimons les Sénats et donc nous prenons de l'argent qui était dirigé vers ces Sénats pour mettre en place des centrales. C'est ce qu'on appelle un leadership visionnaire, selon certains, que d'autres n'ont pas ici dans ce pays. Vous êtes responsable de ce Non, je dis, certains disent que c'est un leadership visionnaire, mais est-ce qu'on en a dans ce pays? Ben, écoute,
nous sommes plutôt, nous, aujourd'hui au Congo, dans un système, peu importe le président de la République qui viendra, si la jeunesse congolaise, si le peuple congolais ne se lève pas, parce que c'est là aussi les problèmes. Aujourd'hui, ce que nous vivons, le peuple le veut. Mais il faut que les peuples qui me regardent, qui vont suivre cette émission, comprennent, comme on dit en français, un peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. Et donc, Horizon 2023 appelle les Quinoises, ils sont 17-18 millions, les Congolais sont 120 millions, à se lever, à exercer un contrôle citoyen et à dire, lorsqu'on entend parler d'un seul dollar détourné dans les caisses de l'État, on ne doit pas rester sur WhatsApp, on ne doit pas rester sur Facebook, on doit sortir dans les rues de façon pacifique pour aller dire stop, ça suffit, telle personne, sa place n'est plus à la gouvernance, mais en prison. C'est ça en fait. Et donc il faut que la presse que vous êtes, que vous puissiez vous positionner comme une presse patriotique, comme une presse panafricaine, parler d'un langage aujourd'hui qui permet au peuple de comprendre sa responsabilité par rapport à ce que notre pays et les pays africains. Donc la responsabilité maintenant, c'est un combo peuple, pas au leader, pas un leadership qui s'avère pour certains défaillant, pas visionnaire. Madame, on a un problème d'une manière ou d'une autre de mégestion par certains Congolais qui ont eu des responsabilités d'État. Qui du coup sont reconduits. Hier, avant-hier, aujourd'hui encore. Mais maintenant, que fait le peuple? Parce que le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est lui le patron. Vous engagez un chauffeur qui va s'accidenter avec votre voiture, vous l'acclamez. Vous faites partie de ce peuple, vous, qu'est-ce que vous faites? Quand vous entendez qu'il y a détournement, des millions, des milliers de dollars, vous qui êtes dans ce peuple, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que nous faisons? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là avec vous là maintenant? Qu'est-ce que je fais? Vous n'êtes pas sorti dans la rue, hein? Mais vous demandez à ce peuple-là, je ne sais pas quel peuple, de sortir. Je vous donne rendez-vous. Vous savez, un champion ne se révèle pas sur le terrain de la compétition. C'est à l'entraînement. Le terrain de la compétition ne fait que les révéler au grand jour. Nous sommes, Horizon 2023, pendant toute cette année 2024, nous avons un sujet important sur lequel nous sommes en train de travailler. Et pour nous, ça constitue de l'entraînement. Quel est ce sujet? Recrutement intelligent et stratégique. Ça répond... Recrutement me fait peur. Recrutement intelligent et stratégique. On commence par le recrutement parce que c'est un terme qui me fait peur. Recrutement, vous recrutez qui, pourquoi? Nous recrutons des Congolais qui veulent voir le président de la République mettre sur son dos des Congolaises et des Congolais qui font du don de soi pour la patrie, le mode de gouvernance pour que, à jamais dans ce pays, puissions parler des détournements, des concussions, des malversations et toute autre antivaleur qui gangrène l'essor de la République démocratique du Congo. C'est de ces gens-là qu'il s'agit, que nous allons recruter. Stratégique pourquoi? Stratégique parce que, je vous ai dit tout à l'heure, que les élections de décembre 2023, pour Horizon 2023, étaient aussi une élection expérimentale. Maintenant, l'homme intelligent apprend des autres, mais les plus intelligents apprennent de lui-même. Nous avons appris, et donc nous voulons apporter à ces leçons-là des réponses, d'où le recrutement intelligent et stratégique. Et je prends rendez-vous avec vous qu'en 2025, nous ne serons pas ici avec vous en train de faire des émissions, vous serez en train de nous suivre dans la rue chaque fois qu'il y aura des dérapages dans la gouvernance des institutions de la République. Et vous n'aurez pas peur d'entendre ceux qui risquent de dire que vous combattez le chef de l'État, parce que c'est ce qu'on a vu à chaque fois que des gens voulaient descendre dans la rue pour manifester. Horizon 2023, vous combattez le chef de l'État. Horizon 2023 ne combat pas les chefs de l'État. Horizon 2023, par contre, soutient les chefs de l'État. Et le chef de l'État lui-même l'a dit 1001 fois qu'il ne veut pas qu'on fasse de lui un dictateur. Et à la tête de ce pays, nous avons eu un président de la République qui a été plus que véridique. Avez-vous connu dans ce pays un président de la République avant Félix Tshisekedi qui est venu dire que la justice est malade? Avez-vous connu un président de la République dans ce pays avant Félix Tshisekedi qui reconnaît que Namaramba Banzela, Mbongo Bayibi? Non. Et quand lui-même le président dit ça, ça veut dire qu'il devient Félix Tshisekedi
devient opposant de Félix Tshisekedi. C'est ce que vous voulez dire? Ben, non. On madame, entend certaines non. personnes dire l'UDPS à la fois au pouvoir et à l'opposition. Mais c'est la preuve. Mais c'est la preuve, justement. Quand lui-même il dénonce, il est à la fois opposant et majoritaire. Vous répondez justement à votre propre question pour dire qu'à un certain moment, c'est plus fort que même le président de la République est obligé de dénoncer comme nous autres. Ce que nous allons faire, ça sera patriotique, citoyen, mais également de façon pacifique. Très rapidement. Et pour aider les présidents de la République. On va commencer à chuter. Dans cette émission, parlons quand même rapidement de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Moi, quand je regarde qu'auprès de Nanga, on retrouve des gens que vous avez connus, que vous et moi avons connus, et qu'on retrouve que ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont en train de faire la rébellion. Franchement, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez des jeunes comme vous prendre des armes pour tuer, pour massacrer? Qu'est-ce que ça vous inspire? La colère de voir que, comme disait Mouzé Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir les Congos. La colère de voir des compatriotes qui choisissent de trahir la patrie. Encore une fois de plus, c'est des Congolaises et des Congolais qui n'ont pas les dons de soi pour la République démocratique du Congo dans leurs veines. Et ça doit s'arrêter. Ici, je porte haut la voix d'Horizon 2023 pour décourager celles et ceux qui s'aventurent à trahir les Congos. Les Congos n'appartiennent pas à Félix Tshisekedi. Autant hier, il n'appartenait pas à Joseph Kabila, ni à Laurent Désiré Kabila, ni à Joseph Désiré Mobutu. Les Congos est la copropriété de l'ensemble des Congolais. Et par conséquent, nous décourageons cette manière de faire et la Constitution de la République est claire à ces sujets. L'accession au pouvoir, c'est par les voies démocratiques et donc par les élections. Alors, par des voies démocratiques, il y a d'un côté l'AFC, on parlait tout à l'heure de Corneille Nangaa, qui essaie de recruter par-ci, par-là, mais il y a également ce soutien du Rwanda. Ça fait presque 2 ans maintenant que Bunagana a été pris. On fait comment? Est-ce qu'on négocie ou on continue avec l'option militaire? Parce que là, ça commence à faire beaucoup de dégâts quand même. Pour avoir des victoires, vous n'avez pas besoin de faire la défense. Pour avoir la victoire, il faut faire quoi? Il faut attaquer. Voilà pourquoi on dit toujours dans les jargons footballistiques que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais on attaque. Aujourd'hui, s'il vous plaît, de façon solennelle, Horizon 2023 soutient les propos du président de la République pendant la campagne électorale, lorsqu'il dit à la moindre escarmouche, nous allons attaquer. S'il vous plaît, nous encourageons les présidents. Il s'est dit juste après. Nous avons... Lui-même, il a dit que non, il donne la chance à des pourparlers, à des négociations. Maintenant, Madame Odia, vous êtes en face d'Horizon 2023 qui porte sa voix pour dire au président, nous l'encourageons à promouvoir l'option militaire. Il faut faire la guerre. Il faut attaquer. Parce que la République démocratique du Congo doit s'organiser de sorte à avoir l'ensemble des attributions de la puissance. C'est-à-dire les militaires formés, l'équipement. Et donc, nous sommes un pays dont la vocation est d'être une hégémonie. Mais ça demande du temps, justement, ça demande du temps et d'investissement. Est-ce qu'on a ce temps-là? Madame Odia, parfois c'est dans les moments difficiles qu'on arrive à se construire. Pourquoi? Parce que si les Niger, les Burkina, les Mali, s'étaient dit que nous n'avions pas d'armement, que nous n'avons pas assez de militaires, comment on va faire? Ils ne seraient pas aujourd'hui ce qu'ils sont. Rappelez-vous, madame, pendant 10 ans, il y a eu ce qu'on a appelé l'opération Barkhane, il y a eu la MINISCA, il y a eu un certain nombre de missions de maintien de la paix au Mali, mais le Mali était toujours un pays divisé, là, ainsi de suite. Mais lorsque les Maliens n'ont pas regardez le fait qu'on n'a pas d'armes, qu'on n'a pas ceci, ils ont pris la décision de dire, maintenant, dans nos difficultés, on doit pouvoir se reconstruire. Conséquence, les territoires maliens sont aujourd'hui contrôlés par les régimes assimilés. Il reste quand même des zones madame, qui sont assez déstabilisées. Vous parlez à quelqu'un
qui a fait, il y a 2 mois, 2 fois le Mali, qui a rencontré les autorités maliennes, qui a rencontré la jeunesse malienne, qui a rencontré la société civile malienne. Hier, il était impossible d'aller à Kidal et dans d'autres coins de la République malienne. Chose réelle aujourd'hui. Le Mali est un pays calme. Et savez-vous qu'à une certaine époque, pour faire face au terrorisme, le Burkina allait emprunter les armes au Mali. Baboundi, Bitumba, et puis après, ils vont remettre. Est-ce que savez-vous ça? Et aujourd'hui, le Burkina est un des pays de l'Afrique qui, militairement, est en train sérieusement de se construire. Un peu comme dans les pays ouest africains ou le Sénégal, comme vous l'avez cité tantôt, il y a un leadership visionnaire ou c'est juste une organisation. Nous avons ça, en fait. Félix Tshisekedi a une vision des guerres, la guerre que nous avons. Parce qu'il faut reconnaître aussi une chose. Il faut reconnaître que c'est depuis l'avènement de Félix Tshisekedi que les Congolais lambda aujourd'hui voient assez clair sur la question de la guerre à l'est de notre pays. Ben oui, il bénéficie d'un soutien que Kabila n'avait pas bénéficié. J'arrive, Madame Odia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, rappelez-vous que c'est sous Félix Tshisekedi quand même que le monde entier, activistes, toutes sortes de personnes, parlent de cette guerre. Avec des condamnations, même si Horizon 2023 plaide pour des sanctions, de façon concrète, un peu comme on le fait pour l'Ukraine et pour d'autres conflits dans le monde. Savez-vous, madame, qu'Horizon 2023 a mené une diplomatie agissante qui nous a amenés au Sénat français. Et c'était pour la toute première fois que les sénateurs français apprennent avec des détails ce qui se passait à l'Est. Et les sénateurs socialistes, je cite son nom, M. Rachid Temal, au sortir de la réunion entre les sénateurs français et Horizon 2023, a interpellé les ministres de la Défense de la République française pour obtenir de la position claire de la France sur cette question. Nous avons discuté avec des députés français. Et d'ailleurs, je crois que c'était au mois de septembre de l'année dernière, une fois retourné au pays, on a vu un certain nombre de sénateurs et des députés français venir voir les présidents de la République. Et cette délégation avait à sa tête un des députés qui a eu des réunions avec Horizon 2023. Mais oui, ça contraste avec ce que vous avez dit tout à l'heure, oui. Mali-Sénégal, Mali-Burkina, Niger. Allez, je peux dire de manière assez très... On chasse les Français, mais parce que pour eux, les Français faisaient partie du problème. Ouais. C'est pareil, on peut faire pareil si on veut prendre l'exemple sur eux. Non, madame, je suis en train de me spécialiser sur la question du Sahel. Et on peut faire 4 nuits en train de parler de cette question-là. Avant que les Mali, les Sénégal, les Burkina et les autres en arrivent là, ils ont commencé par parler. Voilà pourquoi les ministres des Affaires étrangères maliens, Abdoulaye Diop, a toujours insisté sur le fait que les Mali ne refusent pas de dialoguer avec la France ou avec les autres. Nous pouvons faire pareil. La RDC a une vocation d'être une hégémonie au niveau africain. La RDC a vocation d'être un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. On est inaudible. On ne joue pas notre rôle. Il faut aller de façon concrète, active sur les terrains informationnels, parce que la guerre, elle est aussi à ce niveau-là. Du point de vue militaire, Horizon 2023 propose, aussi bien que nous sommes avec les partenaires traditionnels, mais d'une manière ou d'une autre, qui sont derrière cette guerre, pour l'exploitation illicite de nos minerais, mais il faut également aller vers les mondes multipolaires, dont le bloc est constitué par ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS. C'est quoi? C'est la Chine, c'est Moscou, c'est l'Iran, c'est le Brésil, c'est l'Inde, c'est la Turquie. Voilà, il ne faut pas que notre collaboration avec la Chine, avec les Japon, s'arrête à nous offrir des dons en termes de riz, alors que nous sommes un pays à vocation agricole. Savez-vous qu'aujourd'hui, en Afrique, on parle du miracle agricole? Vous savez où ça se trouve, le miracle agricole? Ça se trouve en Égypte. L'Égypte, c'est le 13e plus petit pays d'Afrique. L'Égypte, c'est 86% à peu près des terres, disons, c'est un pays désertique. Avec 3 millions, légèrement plus de 3 millions de terres arables, mais l'Égypte est première dans la production, quasiment, de tous les biens de consommation de première nécessité. Des blés, des maïs, ils sont 4e, des tomates, ils sont premiers, des pommes de terre, ils sont premiers. Et nous, qu'est-ce que nous faisons?
Et donc, il faut que l'hégémonie de la République démocratique du Congo, aussi bien sur les plans énergétiques, sur les plans agricoles, sur les plans surtout militaires, nous puissions nous constituer une dissuasion capable de faire en sorte que on ne devrait plus se réveiller un matin et rêver faire la guerre à la République démocratique du Congo aussi facilement qu'on les penserait. Ouais, là, ce sont vraiment, certains risquent de dire un chapelet des bonnes intentions parce qu'on va très bientôt terminer. On me dit, mais là, je me pose la question de savoir, et je vous la pose cette question, de savoir quel peut être le rôle, quelle peut être la place actuelle de la RDC dans ce monde, d'abord en Afrique. Parce que là, on s'est dit, vous avez parlé de l'AEC, on voit des gens s'organiser, mais la RDC semble être seule. Quel peut être son rôle, quel peut être son apport dans cette Afrique qui est en train de bouger, qui est en train de se redéfinir par rapport aux puissants? Le rôle de la RDC, de façon naturelle, c'est un rôle de locomotive. La RDC doit être la locomotive de l'Afrique. Oui, là, c'est lorsque j'arrive, mais non, mais il n'y a pas autre façon. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce que la RDC doit faire, encore une fois de plus, je le répète, c'est diversifier les partenariats, d'aller vers des partenaires qui nous regardent d'égal à égal, d'aller vers des partenaires qui sont prêts. En Afrique, par exemple, la RDC est au SADC, la RDC est dans l'EAC, la RDC est dans le CPC, la RDC est dans le CAC. Qu'est-ce qu'elle doit encore faire de plus? Écoute, d'abord, madame, il faut savoir que toutes ces organisations africaines que vous venez de citer sont aujourd'hui des organisations qui nécessitent des réformes profondes. Parce que c'est des organisations qui sont aux antipodes des enjeux de la géostratégique et de la géopolitique actuellement au niveau mondial. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la CEDEAO pour comprendre que nous avons des organisations, au fait, qui sont des lieux de rencontre des chefs d'État, qui discutent de combien de maisons tel a acheté, de combien de ceci tel a pu avoir, de combien d'argent il a épargné, et non des organisations des peuples. Que fait l'Union africaine sur la question de la guerre à l'Est? Et donc, la République démocratique du Congo a et devrait jouer ses rôles de locomotive au niveau africain. Madame, pourquoi ces gens-là n'interviennent pas dans tout ce qui se passe? J'arrive. Pourquoi ils Nous avons les lithium, nous avons l'uranium, nous avons les cobaltes, nous avons toutes ces choses. Il faut étudier la possibilité d'aller vers des sujets, même qui fâchent, mais c'est là qu'il faut aller. Il faut aller vers des questions, par exemple, de chercher à avoir de centrales nucléaires civiles, parce que aujourd'hui, nous avons parlé de la question d'énergie, mais à terme, nous devons pouvoir étudier la possibilité d'aller vers des centrales nucléaires militaires, parce que, comme je vous ai dit, il faut avoir les attributs de la puissance avec nous. Or, on ne peut pas ne pas avoir une dissuasion et espérer jouer un rôle certain au niveau africain. Lorsque vous êtes dans certains pays d'Afrique, les Africains ont comme l'impression que les Congolais ont abandonné les Congos. Les Africains ont comme l'impression que les Congolais n'ont jamais compris l'enjeu. Parce que souvenez-vous que la conférence de Berlin avait pour objectif de diviser l'Afrique à partir d'où? À partir de quel pays? À partir de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays, comme le disait Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Il appartient à nos dirigeants, il appartient à la classe politique, à la classe intellectuelle, de réfléchir sur la nécessité de remettre la République démocratique du Congo, du point de vue de sa situation, de son positionnement stratégique en Afrique, du point de vue de ses potentiels, aussi bien de sol et du sous-sol, du point de vue de sa démographie grandissante, du point de vue de sa superficie. Nous sommes un pays locomotive de l'Afrique. Il faut en prendre conscience, il faut y travailler, de sorte que de façon concrète, nous puissions réellement jouer ces rôles-là. Au niveau de l'Union africaine, au niveau des organisations régionales et sous-régionales, il faut pouvoir aller vers là-bas. Et j'insiste par le fait que Horizon 2023 plaide pour la diversification des partenariats stratégiques. Et aujourd'hui, les partenaires susceptibles de nous regarder comme un pays souverain et de traiter avec nous de façon égale, c'est le bloc du BRICS et pas les institutions de Bretton Woods
pas l'OTAN qui est représentée par nos partenaires traditionnels, la France et autres, il faut aussi regarder vers du côté des BRICS, notamment l'Iran, la Chine, l'Inde, l'Iran, Moscou, je ne pas jusque-là, mais bon, donc, il faut parlera. faut regarder ça. C'est un débat que vous venez de lancer. Moi, je crois qu'on va continuer à parler de ça, de comment est la place et l'impact ou le rôle que doit jouer la RDC en Afrique, mais à travers le monde également. On continue de réfléchir sur ça, mais pour aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter là. 30 secondes pour un dernier mot. 30 secondes, je sais que vous avez envie de parler, mais pour clôturer, parce que là, on me fait signe, c'est vraiment la fin. Deux petites choses pour clôturer. La première, j'annonce à la nation congolaise que très bientôt, M. Dadi Tchiswaka, coordonnateur national d'Horizon 2023, va publier un ouvrage intitulé, c'est une exclusivité que j'ai fait à votre émission, va publier un ouvrage, j'espère que vous viendrez à la cérémonie de vernissage, qui est intitulé « L'histoire d'un destin lié à celui de la RDC ». Et donc, c'est pour très bientôt. Et dans cet ouvrage, je propose la refondation de l'État, c'est-à-dire reprendre à zéro, parce qu'il est nécessaire... Ça me fait penser au programme de Sisanga, ça c'est entre parenthèses, voilà. C'était la refondation. Je ne sais pas, bon, mais... Les grands esprits, peut-être vous vous êtes rencontrés. Voilà, donc nous proposons dans cet ouvrage cela. Et la deuxième chose, c'est vraiment, si vous permettez que je le dise en lingala, vraiment, c'est que na bengi ba congolaise, na ba congolais nyonso ya Katanga ya partout, ba comprendre que Congo po ebonga eza ba kondité. Biso ba congolais de fosiko to telema. To dénoncer, to sala ba action pacifique, to kende vers batu bazo ba misolo l'état, batu bazo sa ba anti valeur, to tikala lisusu na banda kote na ba groupe WhatsApp te, na ba Facebook te, ngonga ya ko telema, pona ko telemela batu bazo bomamboka de façon pacifique, j'insiste, de façon pacifique et coquille. Et Horizon 2023 vous y amène très bientôt là-dedans. Merci beaucoup Dadi Tchiswaka d'avoir été notre invité, en tout cas de nous avoir réservé cette primeur, parce que c'est la première fois que vous exprimez dans un média congolais, en tout cas 6 mois après ou 7 mois après les élections. On vous remercie pour cela. On remercie nos téléspectateurs de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité. Donc on sera sur B1, mais également sur toutes nos plateformes, surtout. N'oubliez pas de vous abonner. On s'est dit au revoir et à très très bientôt.